Bonjour, c'est Pierre. Durant cette série de Café Espresso, j'alignerai quelques citations choisies d'un livre intitulé Une minorité modèle par Yahan Chuang. Son sous-titre annonce la couleur Chinois de France et racisme anti-asiatique. Il a été publié en avril 2020 à l'issue d'un travail amorcé dès 2009. Le titre fait écho à un discours du président Sarkozy de février 2010 pour le Nouvel An chinois mentionnant le modèle d'intégration réussi des Français venus d'Asie. Au début du livre, la chercheuse de l'INED nous présente plusieurs portraits illustrant le pourquoi des départs de Chine vers la France, notamment dans un chapitre nommé « Les petites tailleuses chinoises ». Ce premier chapitre décrit les choix économiques plus ou moins contraints des nouveaux arrivants, mais également la situation de la famille restée en Chine, page 30. Outre la nécessité économique, l'émigration produit également une culture de la dépense dans le lieu quitté. La longue séparation qu'implique la vie clandestine des émigrants demande à être payée de retour, aussi bien au titre de remboursement des sommes investies qu'à celui d'obligations familiales envers ceux qui ont été laissés, l'épouse, les enfants et les parents. Le versement d'argent devient ainsi une obligation morale pour compenser le sentiment d'abandon de leurs parents âgés et ou de leurs conjointes et de leurs enfants. Et plus l'attente est longue, plus ceux qui sont restés sentent le besoin de prouver à leurs voisins que l'émigration a été couronnée de succès et que les versements d'argent arrivent dans la famille. Ce qui permet d'ailleurs de comprendre pourquoi le père de Wei n'a pas voulu attendre d'avoir suffisamment d'argent pour construire et s'installer dans leur nouvelle maison. Au-delà des réels besoins financiers, il s'agissait aussi de montrer aux voisins la réussite et l'obéissance de leur fils et d'exhiber le nouveau statut social de la famille à la vue du village tout entier. Tien, un jour, m'a dit une phrase qui résume bien tout cela. Partir à l'étranger, c'est comme un uniforme. Lorsque tout le monde le porte, qu'il taille ou non, tu es obligé de le porter. Cet extrait montre la pression familiale exercée sur les migrants et la pression sociale exercée sur la famille qui reste derrière. L'obligation de l'un d'envoyer de l'argent se reflète dans l'obligation des autres de le dépenser. Cela est aussi lié au fait que, souvent, l'ensemble du village a prêté l'argent pour le départ du clandestin. Pour la petite note, en Chine, quand une connaissance vous demande de lui prêter une somme importante, il est culturellement accepté qu'aucune des deux parties ne fera d'effort pour le remboursement. Je suppose que cela tient au fait qu'une société tient traditionnellement par des liens de dons et contre-dons assimilés tacitement comme liens de solidarité. Bref, même sans cette aide pécuniaire, l'envoi d'un enfant en France correspond aussi à une contrainte économique devenue culturelle. Dans le village, c'est la tradition d'envoyer un de ses enfants à l'étranger. Ainsi, si ce dernier ne réussit pas, non seulement la famille perd la face, mais l'ensemble du village aussi. Il importe donc, pour faire comme tout le monde, d'avoir du succès ou, à minima, de montrer qu'on en a. À cette cohésion forte du lieu de départ répond celle dans le lieu d'arrivée, tel que décrit à la suite de ce premier extrait, page 31. Pour ce qui est du cas de la France, la pérennisation des mouvements migratoires fournit une réserve de main-d'œuvre industrielle et crée un entre-soi économique dont l'effet est à double tranchant. De Paris à New York, en passant par Los Angeles, le renouvellement incessant de la main-d'œuvre par les vagues de migrants a répondu aux besoins de flexibilité du monde de la confection. À Paris, les métamorphoses du faciès des travailleurs du sentier suivent les vagues successives de l'immigration. Pieds noirs, yougoslaves, arméniens, turcs, tamouls, réfugiés indochinois et chinois. Depuis les années 1980, l'arrivée des migrants chinois dans le secteur parisien du textile suit le rythme de la croissance de la productivité en Chine et contribue à la transformation urbaine du marché du prêt-à-porter de la région parisienne, mais une telle expansion s'appuie également sur un système de sous-traitance en cascade qui implique les immigrés chinois fraîchement arrivés. Cette structure économique communautaire crée alors un débouché pour les immigrés primo-arrivants qui sont pris en étau entre les opportunités de survie que leur communauté leur offre et la forme d'auto-exploitation communautaire à laquelle ils sont forcés de se soumettre. C'est ce modèle économique qu'ont choisi de suivre au fond le frère cadet de Tien et son épouse. Arrivé en France en 2005 pour rejoindre sa petite amie du lycée, Fon se marie avec elle peu de temps après leur retrouvaille. Depuis, ils travaillent tous deux à domicile dans le domaine de la confection. Même si travailler chez soi renvoie à l'image de la clandestinité et du sweatshop,
pour beaucoup de migrants chinois en situation irrégulière, c'est au contraire perçu comme la meilleure façon d'éviter les contrôles de police. Pour trouver un endroit sécurisé adapté à leur activité, ils ont changé plusieurs fois de local et travaillent finalement aujourd'hui dans un espace de 10 mètres carrés au sous-sol d'une maison située en proche banlieue parisienne. Nous avons bien cherché pour trouver cet espace génial. Le mur est bien isolé contre le bruit, personne ne peut nous entendre, même quand nous bossons le soir. Les 2 fenêtres sont couvertes d'un tissu noir et 5 machines à coudre sont installées contre les murs de la pièce. Sans l'horloge accrochée au mur, aucune possibilité de savoir s'il fait jour ou nuit. Durant la haute saison, bien qu'il loue une pièce dans une grande maison qu'il partage avec d'autres personnes, Fong et son épouse passent au moins 15 heures, de 7h50 à minuit, dans cet espace exigu. La relation qui les unit à leur donneur d'ordre est nourrie par l'entraide et la confiance. Ce n'est pas une bonne stratégie d'avoir plusieurs patrons. Monsieur Fang, le patron, a suffisamment insisté sur une relation fidèle pour garantir un revenu stable. Sinon, quand le patron nous appelle et qu'on est occupé par les commandes d'autres patrons, on perd sa confiance. Nous travaillons déjà pour ce patron depuis 4 ans et il a beaucoup de commandes. Il n'y a jamais de problème, par exemple des retards de paiement. Toute proportion gardée, le système présenté peut évoquer le système féodal de nos cours d'histoire de collège. Le nouvel arrivant est implicitement convié à rejoindre le cycle de la sous-sous-traitance, tout comme le patron est incité à maintenir une certaine stabilité dans ses commandes, voire à fournir des services. L'appartement dortoir, par exemple, est parfois fourni par le patron lui-même d'une façon paternaliste qui va avec des contraintes qu'une approche purement économique peine à révéler comme réciproque. Le modèle cyclique est, à terme, pour chaque vague d'immigration, de progresser économiquement dans la hiérarchie de la sous-traitance. Un chapitre suivant, intitulé Fashion Center, le Rungis du prêt-à-porter, décrit cette progression initiée en réalité avant les réformes économiques des années 90 par une autre célèbre réforme de 1978. Page 87. La possibilité d'échapper au contrôle des naissances est alors une incitation supplémentaire pour les jeunes gens de Wenzhou qui, attirés tant par les richesses que par la liberté, sont très enthousiastes à l'idée de partir. Arrivés à Paris, certains rejoignent immédiatement les ateliers de maroquinerie gérés par les entrepreneurs de Wenzhou qui s'y sont installés dans les années 1950. D'autres travaillent au Sentier, le premier marché de prêt-à-porter dans la partie centrale de Paris, qui se développe grâce aux vagues successives des commerçants juifs depuis la Première Guerre mondiale. Comme l'a observé l'historienne Nancy Green, la mutation du visage des travailleurs dans le Sentier rime avec la succession de vagues d'immigration en France. Pieds noirs, yougoslaves, arméniens, turcs, tamouls, réfugiés indo-chinois. Les jeunes de Wenzhou, arrivés en France dans les années 1980, constituent une main-d'œuvre efficace et bon marché qui participe au système de sous-traitance en cascade du Sentier en travaillant dans les ateliers. Comme le dit Jingguo, le père de Laetitia, la directrice de la boutique Cathy dont nous avons parlé plus haut, tant que tu veux bosser, tu trouves du boulot. Aujourd'hui, grossiste rue du Chemin Vert, Jingguo est arrivé à Paris en 1985 à l'âge de 23 ans et il se rappelle ainsi ses débuts. À l'époque, moi et quelques-uns de mes potes ont fabriqué pour les juifs. Si des marques comme Naf Naf ou Koukaï ont pu atteindre une telle réussite aujourd'hui, c'est aussi grâce à nous. Néanmoins, pour ces jeunes de Wenzhou, il n'y avait aucune raison de se contenter de ce statut de sous-traitant. Tout comme les Auvergnats ou les Kabyles à Paris, ces travailleurs chinois se retrouvent alors autour d'un modèle d'ascension sociale commun. Commencer comme ouvrier dans les ateliers de confection ou de maçonnerie, devenir ensuite, en sortant en même temps de la clandestinité, fabricant de prêt-à-porter pour les magasins de gros du Sentier, puis devenir entrepreneur de restaurants et enfin grossiste, souvent en profitant des ateliers de fabrication gérés par des compatriotes wenzhounais arrivés plus tard. Cette aspiration collective incite alors les jeunes de Wenzhou qui ont participé activement à la chaîne de sous-traitance du système du Sentier à en reproduire le modèle dans le 11e arrondissement de Paris où ils ont progressivement établi un énorme marché de grossistes de vêtements. La trajectoire de Jingguo illustre bien cette success story. Dans ce modèle, une génération d'immigrants remplace une autre. Il semble par ailleurs que le modèle du textile n'est pas très original. Les gens de Chine, et notamment de la ville de Wenzhou, particulièrement nombreux à Paris, semblent s'être librement inspirés des stratégies commerciales des immigrés précédents.
Ils se sont raccrochés à des industries consommatrices d'une main-d'œuvre nombreuse et peu qualifiée. Les gains de productivité d'une fabrique sont potentiellement énormes et l'évolution en compétences et en salaire d'un ouvrier le sont tout autant. Il y a une véritable stratégie ethnique et intergénérationnelle d'offres et de demandes d'emploi dans le secteur textile de la part des immigrés chinois en France, au point que l'industrie du textile est devenue l'image d'Épinal de leur intégration économique, sociale et culturelle. Se pose alors une autre question plus large. Pour un sous-diplômé né en France, sachant que cela peut inclure un bac+3, quel est le parcours type de progression économique, sociale et culturelle proposé? Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes journées.